Émission du 13 mars 2024. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui à l'émission, c'est un grand privilège pour moi de recevoir en entrevue une personne fonceuse qui n'en a pas eu de facile et qui est donc une source d'inspiration et de résilience. Et c'est aussi pour moi un très grand plaisir de l'accueillir sur scène parce que cette personne a accepté de joindre l'équipe de Toust et de siéger sur le conseil d'administration de l'Info pour tous. Je vous présente notre nouvelle présidente, Chris Bergeron. Salut! Bonjour! Bonsoir, Chris. Bonsoir, plutôt, oui. Oui, est-ce que vous attendiez un tel accueil? Non, Ben, moi... parce que d'habitude, les gens m'aiment pas. Ah ben, nous, on vous C'est aime. pas vrai. On vous aime. Pouvez-vous vous décrire physiquement et nous partager vos pronoms? Physiquement, mon Dieu, mais je suis d'une beauté. Je porte j'ai les cheveux longs, noirs, teints, parce que je suis vieille. Je porte un grand truc vert, sans forme, mais très cher, ainsi qu'un pantalon beige inspiré de Dune, ainsi que, voilà. En fait, je suis très Dune. Et j'ai un sac à main qui ressemble à une sorte de bombe, c'en est pas une. C'est très futuriste. J'ai aussi un tout petit Timothée Chalamet avec moi. Je sais que vous avez une grande collection de figurines, j'en ai vu quelques-unes. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Chris, de faire partie des communautés LGBTQ+. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une famille au-delà de nos familles. C'est peut-être la famille qui nous aide en attendant que notre vraie famille comprenne qui on est. Et ça fait du bien. Et puis, c'est un espace de solidarité où c'est pas juste prendre, on peut donner aussi. C'est ça qui est formidable. On peut, surtout à nos âges, n'est-ce pas, avancer, on peut aider les gens à être eux-mêmes et elles-mêmes. Et ça, c'est beau. Et qu'est-ce qui a fait qu'un jour, dans votre vie, vous avez décidé d'embrasser totalement, ouvertement votre identité trans? Je me suis fait plaquer. J'étais comme, autant être une fille dans ce cas-là. Là, vous dites plaquer physiquement ou plaquer laissé? Laissé. OK. J'avais beaucoup essayé d'être un garçon pour une fille en particulier et ça n'a pas du tout marché. Et comme ça faisait longtemps, depuis l'âge de 5 ans que je me sentais femme, je me suis dit, ça, c'est peut-être la vie qui me donne enfin le coup de pied aux fesses dont j'avais besoin. Bon, mais on va reparler de tout ça dans quelques instants. Et aujourd'hui, à la chronique Humour, c'est Sad Finish qui nous présente son billet d'humeur cette semaine. Bonsoir, Sad. Bonsoir, ça va bien? Ben oui, merci. Bienvenue sur la scène du Normandie. Merci, je suis très content d'être là. Merci pour l'invitation. Ben, ça fait tellement plaisir. Est-ce que tu peux te décrire physiquement? Oui, je suis un humain bronzé avec les cheveux courts. Je porte un t-shirt avec des chevaux qui galopent. Et voilà. Et de quoi tu vas nous parler ce soir? Je vais vous parler de Marketplace. Voilà, je vais vous parler de ça. Marketplace, Voilà. Et pas juste de cette application-là. J'en dis pas plus que ça. Moi, j'ai lu le texte. C'est une surprise. C'est une surprise. On va aussi parler d'argent et de chiffres. C'était le jour de présentation du budget à Québec hier. On va se pencher sur les mesures d'inclusivité et de diversité mises de l'avant par le gouvernement. Et on va le faire en panel avec Jade Almeida, qui travaille entre autres pour le Conseil québécois LGBT, et Geneviève Vandeville-Nobert, chercheuse associée pour l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Donc ça, c'est prévu en deuxième partie d'émission. Moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf que quand je suis maquillé, comme aujourd'hui, où je préfère le pronom « elle ». Et ce soir, sur scène, j'ai renouvelé avec le vernis, qui est d'un rouge éclatant. Hier, j'ai versé toutes mes bouteilles sur mon lit. J'ai fait qu'est-ce que je veux et le rouge m'a sauté aux yeux. J'ai envie là, que ce soit vif, tout comme mon rouge à lèvres. Et je porte un chandail noir sous une veste bleue. J'avais envie d'être un petit peu plus chic que d'habitude. On a de la grande visite sur scène. Alors, voilà mon style de ce soir. Nous sommes en direct de la taverne de Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour Toust. Chris Bergeron a porté plusieurs chapeaux dans sa carrière professionnelle. D'abord journaliste, ensuite publicitaire, puis conférencière et maintenant autrice.
Elle est aujourd'hui vice-présidente stratégie et créativité inclusive à l'agence Cossette. Un parcours riche, mais parfois parsemé d'embûches, et elle puise dans ce bagage pour militer en faveur de la diversité et des droits des personnes trans. Chris, rebonsoir. Rebonsoir. Je commencerai par ce qu'il y a de plus nouveau dans votre vie, l'écriture. Votre premier roman, Valide, a été publié en 2021. Votre plus récent, Vandale, il y a quelques mois à peine, c'était en novembre dernier. Comment vous vous êtes lancé dans la littérature? C'est arrivé par hasard. J'avais toujours ça dans ma tête. J'ai toujours été une grande lectrice. J'étais fasciné par les classiques de la littérature française et typiquement, je lis 1 à 2 livres par semaine. Donc je suis vraiment... Ah oui? Oui. Bibliovore. Et donc... mais je manquais de confiance en moi. J'avais beaucoup écrit d'articles quand j'étais rédactrice en chef du Voir. Donc quand j'étais journaliste, j'écrivais toutes les semaines, etc. Je faisais même des critiques littéraires. J'ai commencé à faire des conférences il y a quelques années pour parler justement de mon parcours professionnel et personnel, le mariage de ces deux choses-là. Et il y a une éditrice qui est venue à une de ces conférences-là. Et à la suite de cette conférence, m'a proposé carrément d'écrire quelque chose. Eh bien, ça n'a pas donné grand-chose au début, mais à force de réfléchir, d'essais-erreurs, on est tombé sur un concept intéressant, qui était celui d'une autobiographie de science-fiction. C'est-à-dire raconter mes souvenirs, l'histoire de mon adolescence, de ma jeune vie d'adulte, mais d'aller jusque dans les années 2050 aussi, et là de rentrer vraiment dans l'aspect science-fiction et peut-être avertissement. J'imagine un monde dans lequel les lois transphobes et tout ça seraient une réalité généralisée. Et donc j'imagine un petit peu cet univers-là. J'en fais un thriller avec des scènes d'action et une histoire de révolution. Alors j'ai voulu faire quelque chose d'atypique, un roman qui n'existait pas avant. Ouais. Justement, donc parlons de cette trilogie Valide, Vaillante, Vandale. Ouais. C'est dans un monde futuriste. C'est l'histoire d'une révolution où les queers qui n'ont plus le droit d'exister décident de saboter l'intelligence artificielle qui contrôle la société. Ouais. Vous venez de parler un peu d'où vous êtes parti, comment vous en êtes arrivé là, mais pourquoi être allé dans cette direction-là plus précisément? Parce que j'avais du mal, et j'ai peut-être encore du mal, à imaginer une vieillesse trans heureuse, pour moi. Malgré le fait que j'ai une bonne carrière, malgré le fait que normalement ça devrait bien se passer, j'ai toujours cette peur-là de me retrouver seul ou pauvre ou je ne sais pas quoi, marginalisé en quelque sorte. Et donc, j'ai voulu exorciser ça. Et j'ai voulu me moquer aussi de cette peur-là en la rendant presque too much, en faisant quelque chose qui ressemble à une sorte de Blade Runner ou voilà, avec un côté un peu cinéma. Et donc, c'était aussi une façon de dire à la peur, ben non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça, c'est juste un roman. Est-ce que ça se peut aussi que le manque de représentation ou le manque de modèles trans plus âgés ait eu un impact aussi dans cette démarche-là? Absolument, c'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, dans mon livre, il y a 2 personnages âgés. Une que j'ai imaginé être enfin c'est ça, un modèle, quelqu'un de formidable, mais j'ai dû l'imaginer. Et moi qui suis dans le roman quelqu'un de plutôt lâche. Et c'est vrai, je me disais quelle pourrait être la grande femme rebelle de 60-70 ans qui nous sortirait de la dystopie. Et c'est vrai que j'avais du mal à la trouver. Ceci dit, à force de côtoyer les gens de la communauté, je sais maintenant qu'il y en a énormément. Et dans mes proches, on les voit peu, mais déjà dans Vandale, dans le 3e livre, il y a des personnages qui sont inspirés de femmes trans qui existent dans la communauté. Il y a un personnage qui s'appelle Abby, qui est inspiré de mon amie Gabrielle Bouliane-Tremblay, l'autrice. Et donc, je commence à tisser des liens avec la réalité aussi. Les modèles sont là. Vous avez déjà dit que vous aimeriez que certains politiciens, à commencer par le premier ministre du Québec, François Legault, lisent vos livres. Ouais, non, mais pourquoi? Non, mais attends, ça, c'est la question que tout le monde me pose. Alors, je vais remettre... Ouais, OK.
oui, ça serait chouette s'il lisait mes livres, mais c'est un journaliste de la presse qui m'a dit « Est-ce que ça vous plairait qu'un jour le Premier ministre lise vos livres ?» J'ai dit « Oui, mais il a d'autres choses à faire. » Et là, quelqu'un à Radio-Canada m'a reposé la même question. Et là, et là tout le monde me la repose. Mais c'est les journalistes qui disent ça. Moi, j'ai jamais fait d'appel au Premier ministre en disant « Lisez mes livres ». À la limite, il a des budgets à faire. Voilà, qui bosse. La lecture, ça sera pour la retraite. Bon, on a remis des pendules à l'heure. L'écriture de votre 3e livre, Vandale, a été un processus quand même difficile dans le climat actuel où il y a une montée de la transphobie. J'ai lu une entrevue que vous aviez donnée l'automne dernier au magazine Fugue où vous disiez trouver ça dur des fois de vous lever le matin en raison de cette intolérance grandissante. Est-ce qu'aujourd'hui, mars 2024, c'est toujours le cas? C'est-à-dire, ce qui est difficile, c'est aussi le sentiment que l'étau se resserre. On regarde les nouvelles et moi j'ai un certain nombre de mots-clés que je suis sur différents agrégateurs de nouvelles pour transgenres, etc. Et à chaque fois que les nouvelles me viennent de journaux internationaux et tout, c'est toujours un peu la même chose. C'est des histoires de droits qui nous sont enlevés, de politiciens qui essayent de faire des voix sur nos dos. Et ça c'est très, très problématique. Alors, ça sape le moral. Les réseaux sociaux, en plus de ça, nous renvoient cette image négative encore et encore et encore. Alors, j'ai le sentiment de vivre dans une forme de dystopie, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ce que j'ai décrit dans mes livres, le premier, je l'ai écrit il y a 4 ans déjà, est en train de se dérouler. Et ça fait peur. Alors, c'est très important de se concentrer aussi sur le positif parce qu'il y a du positif. La communauté s'organise, la communauté va gagner contre ces gens-là. Je pense que ce sont des gens qui, en ce moment, sont très vocaux, que nos opposants, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la population derrière eux. Je crois que non. Donc oui, des fois je suis déprimé, mais je me refais ce petit exercice mental que je viens de faire là, ce petit argumentaire que je viens de faire, et je me le refais tous les matins et je pars bosser. Parlons un peu de résilience en plongeant dans votre parcours. Je mentionnais que vous aviez commencé votre carrière comme journaliste. Qu'est-ce qui, à l'époque, vous a amené dans le domaine? On parle de fin 90, début 2000? Ouais, j'ai commencé en 96-97 à écrire des chroniques nightlife dans la presse. Et puis... Papier, à ce moment-là. Papier. Ensuite, et puis dans les années 2001, je suis rentré au Voir et je suis resté 10 ans au journal Voir. Là, il y a plein de jeunes qui ne savent pas ce que c'est, mais c'était un journal très, très lu. Et donc, j'y ai passé 10 très, très, très belles années. Le journalisme, surtout le journalisme culturel, en fait, a été un passeport pour moi, c'est-à-dire que ça me permettait d'aller rencontrer des gens qui sont des artistes, des gens qui ne rentrent pas nécessairement dans le modèle, qui ne rentrent pas dans le cadre de ce que la société essaie de nous imposer. Alors moi, déjà que je sentais cette espèce de dissonance cognitive entre mon identité et mon apparence, parce que j'étais un grand garçon avec beaucoup de poils, je me disais, si je posais la question aux artistes, comment vivez-vous votre différence? Et j'ai posé cette question, des variations de cette question des dizaines et des centaines de fois, et peut-être que ça m'a aidé à la longue à trouver le courage d'être moi-même. Ce contact-là, cette Oui, conversation-là. Vous l'avez dit, vous avez été rédactrice en chef du journal culturel Voir pendant 5 ans. Pourtant, par la suite, vous avez dû faire le saut en publicité. Je dis dû parce que, dans le fond, cette identité trans qui s'exprimait partiellement à l'époque était un obstacle à l'emploi. Vous avez déjà dit dans un balado de Radio-Canada qu'on vous avait volé votre carrière de journaliste. C'est d'une tristesse infinie, cette affirmation qui a malheureusement résonné en moi. Est-ce que c'est toujours comme ça que vous vous sentez par rapport à comment vous avez été traité par le milieu à l'époque? Certainement. Maintenant, ça fait longtemps. Donc, maintenant, il n'y a plus que des cicatrices. Il n'y a pas de douleur. Ceci dit, ce qui a été dur, c'est de voir que dans mes premières années professionnelles, dès que j'exprimais ma féminité, j'avais l'impression de perdre de la crédibilité, d'être moins invité dans les rencontres importantes et d'avoir moins d'opportunités. Et au point d'avoir perdu mon emploi plus d'une fois, une fois en journalisme et une fois en publicité. Mais ça, c'était quand même il y a longtemps. Ça fait presque 10 ans maintenant que je suis
chez Cossette. Ça va faire 10 ans maintenant en septembre. Et je suis dans un environnement où, heureusement, on me respecte. Donc, en fait, aujourd'hui, je regarde ces anciens employeurs en me disant, bon, ben, ils sont passés à côté de quelque chose. Aujourd'hui, je participe à la croissance d'une des plus belles entreprises au Québec, et tant mieux. Mais des fois, le journalisme me manque. C'est pour ça que je fais des choses comme m'impliquer à tous, et puis Radio-Canada. Donc, je renoue l'écriture, tout ça. C'est pas loin, c'est jamais loin. Et qu'est-ce que vous y avez trouvé dans le monde de la publicité? Parce que ça a été un changement forcé, mais vous êtes resté, vous avez quand même trouvé du plaisir dans votre travail. J'en trouve tous les jours. Ce qui est formidable dans le monde de la publicité, alors évidemment, je suis un sale suppôt du capitalisme sauvage, mais c'est pour ça que j'écris des livres où j'essaye de le dénoncer. Mais ceci dit, ce que j'aime beaucoup en pub, c'est l'exercice de la créativité poussé à la limite. On essaye toujours de faire de plus en plus créatif. Les clients, des fois, ne nous laissent pas le choix et nous disent de nous calmer un petit peu, en fait, régulièrement. Mais ceci dit, cet exercice créatif, de trouver toujours la bonne idée, la bonne ligne, le bon slogan, le bon design, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et alors, en ce moment, avec tous les changements qu'on connaît, les changements technologiques, l'intelligence artificielle, tout ça, d'être au cœur de ces questions-là, c'est un moment très intéressant. Et en plus, je travaille sur toutes sortes de projets qui vont d'un côté McDonald's et de l'autre côté, je travaille sur en ce moment une campagne justement pour la communauté. Je ne peux pas en dire plus, mais j'essaie de développer des outils qui vont être utiles pour les gens qui veulent aider les alliés à être de meilleurs alliés. Ça aussi, c'est formidable. Donc il y a une grande diversité de projets. Alors, environ 10-15 ans après avoir fait ce changement, quel est comment vous décririez votre relation avec le monde médiatique? Est-ce que je suis... alors, déjà, les médias... parce que je suis encore un petit peu de l'extérieur des médias, même si j'ai mon petit 15 minutes les lundis chez Pénélope. Ceci dit, j'aimerais qu'on nous voit plus et mieux. Ça, c'est sûr. Je crois que, par contre, il y a une très belle créativité chez nos artisans des arts médiatiques au Québec. Autant les gens qui font les émissions de télé, que les gens qui travaillent au cinéma, que les gens qui font des podcasts et tout ça. Et ce bouillonnement-là, il faut absolument qu'on le protège face à des Netflix, face à toute la pression extérieure. Mais je vois, c'est bien, on commence à habiter les nouveaux médias aussi. Donc, des choses comme Toast, où on est présent ailleurs, ça aide. Bien justement, quand je vous ai approché pour vous offrir le poste de président de l'Info pour tous, qu'est-ce qui vous a convaincu de dire oui? Parce que j'ai dit non au début. Oui, non, vous n'aviez pas dit non, vous avez dit j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de réfléchir, mais j'ai réfléchi littéralement 10 minutes, le temps de finir mon café. Mais parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de médias au Québec qui nous représentent bien et avec profondeur. Alors, il y a évidemment quelques magazines, il y a Fugue, il y a des personnes LGBT qu'on voit souvent dans les médias, tant mieux. Ceci dit, je pense qu'on peut aller plus loin, on peut vraiment rentrer dans les sujets et avec peut-être un petit côté divertissement, avec le même genre de rendez-vous qu'on retrouve dans La soirée est encore jeune ou d'autres choses comme ça à Radio-Canada, mais pour la communauté. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et je pense qu'il y a un super potentiel. Là aujourd'hui, vous êtes 30 ou 60, je sais, 30, on va dire, une petite trentaine, mais dans un an, on va être 4000. 4000 au Normandie. On va s'empiler les uns sur les autres. On va s'empiler, ça va être très drôle. Très agréable. Oui, alors en tout cas, en tant que président fondateur de l'Info pour tous, ça m'a fait très grand plaisir de démissionner pour vous passer le flambeau. Et puis je pense que tout le conseil d'administration se joint à moi ce soir pour affirmer haut et fort que nous sommes très fiers d'avancer dans cette aventure avec une femme trans à la tête du projet, parce que la diversité, l'inclusion dans les espaces de gouvernance, c'est un enjeu. Et puis, ça tombe bien parce que nous, on aura d'autres annonces très bientôt à vous faire à ce niveau. Je ne peux pas en dire plus pour aujourd'hui, mais ça s'en vient. Alors, Chris Bergeron, merci beaucoup pour votre engagement et votre présence ce soir. C'est très, très gentil. Merci. Yeah! Ça finit toujours avec un yeah. Voilà. Même Mini Timothée Chalamet est content.
Voici maintenant un résumé des nouvelles nationales et internationales. Réseau organise les 15 et 16 mars prochains son 6e sommet montréalais d'action pour la santé des hommes LGBTQ+. Au programme, discussions, ateliers, panels sur les plus récentes connaissances sur la santé des hommes gays, bisexuels, trans et queer. L'événement réunira des personnes des milieux communautaires, de la santé, de la recherche et du milieu militant. Le sommet aura lieu 100% en présentiel au Hyatt Place Montréal, dans le village. Aux États-Unis, le soutien aux mesures antidiscriminatoires pour protéger les communautés LGBTQ+, est en légère baisse, selon un nouveau rapport de l'Institut public de recherche sur les religions, le PRRI, une organisation non partisane à but non lucratif. Bonne nouvelle, malgré tout, une majorité d'Américains, soit 76 %, soutient toujours la protection des droits LGBTQ+, mais l'année d'avant, c'était 80 %. Un autre rapport publié aujourd'hui, cette fois de la firme Gallup, affirme que près d'un Américain sur 10 s'identifie aux communautés LGBTQ+, en 2023, et cette proportion double à un Américain sur 5 pour la génération Z. Toujours aux États-Unis, les communautés LGBTQ+ de la Floride célèbrent ce qu'elles considèrent comme une victoire. Une entente hors cours est intervenue lundi pour invalider la politique qui interdisait de discuter d'enjeux LGBTQ+ dans les écoles. En vertu de l'accord, la loi qui interdit l'enseignement des questions de diversité sexuelle et de genre restera en vigueur, mais ces questions pourront être abordées informellement. L'entente prévoit aussi la fin du bannissement de certains livres LGBTQ+ dans les bibliothèques. À la chronique humour, cette semaine, nous accueillons le dernier membre de notre quatuor d'humoristes, Sad Finish. Salut. Bienvenue dans l'équipe, Sad. Merci, je suis très content d'être là. Alors, on a déjà fait la description physique en début d'émission. Est-ce que tu peux nous dire, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire faire partie des communautés LGBTQ+? Alors déjà, je voudrais dire mes pronoms. Je pense que je l'ai Oui, pas dit. ça, je l'ai Mes pas pronoms, posé. c'est il, accord masculin. Qu'est-ce que c'est de faire partie de la communauté LGBTQ2S+. C'est déjà savoir faire la fête, avant tout. C'est aussi faire partie d'une communauté qui a les mêmes vécus, qui nous comprend, qui est solidaire. Et faire partie d'une des dernières ou des rares communautés qui est tout autant solidaire, mais qui est dans l'acceptance en même temps. Et ça, c'est cool. Et qu'est-ce qui t'a amené vers le milieu de l'humour? Le milieu de l'humour, c'était un pur hasard. C'était vraiment un pur hasard. Moi, j'écris de la poésie aussi. Je devais lire de la poésie dans un open mic il y a quelques années. La personne, je voulais inviter ma partenaire. La personne qui organisait l'open mic m'a dit non, tu viens pas de manière un peu sèche. On est sold out, elle peut pas venir. Fait que j'étais comme, tu sais quoi, je vais organiser mon propre open mic. Et là, j'ai organisé mon propre open mic de poésie qui s'est transformé en open mic sort de ta zone de confort. Et qui a fait que j'étais comme, sortir de ma zone de confort, ce serait un peu le stand-up. J'ai jamais essayé ça, je vais essayer ça. Fait que j'ai essayé le stand-up pour la première fois et j'ai adoré ça. Et ça fait 2 ans que j'en fais. Un coup de foudre instantané. Comment tu décrirais ton type d'humour? Mon type d'humour, les humoristes détestent cette question. Mon type d'humour, je pense que c'est quelqu'un qui raconte ses traumas et qui est tellement complexé par ses traumas qu'il ne peut pas s'empêcher de faire des blagues tout le temps. C'est que la personne qui parle d'elle, mais qui est chiante et qui arrête pas de faire des blagues, et t'es comme arrête de faire des blagues, parle-moi de toi, puis qui continue à faire des blagues. Je pense que ce serait ça. Et qu'est-ce qui te fait vraiment le plus triper quand tu fais de l'humour? L'argent. Non, je rigole, c'est pas vrai. En vrai, dans la vie, j'aime pas trop prendre beaucoup de place, j'aime pas trop parler de moi. Et la chose que j'ai remarqué en étant sur scène, c'est que en fait, j'adore parler de moi, mais je sens pas que j'ai le droit, ou que j'ai l'impression de faire chier le monde. Fait que dès que je suis sur scène, j'ai l'impression que j'ai le droit de le faire. Les gens ont payé pour ça. Fait que je peux parler de moi. Cette liberté-là Ouais. que tu embrasses sur je trouve scène. ça cool. Alors aujourd'hui, tu nous as préparé ton premier billet d'humeur. Oui. On en a parlé un tout petit peu au début, Marketplace, mais pas que. Alors, je te cède la parole. Oui, alors déjà, je voulais dire que Est-ce que mes tu parents savent pas que je suis queer. Donc c'est l'une des rares fois où j'en parle de manière filmée, et je suis très content de le faire à tous. Merci de l'invitation.
Ça nous fait très plaisir que tu aies choisi de nous faire confiance pour cette étape-là. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, moi, l'autre jour, j'ai fait une réalisation qui a changé la vie, qui m'a changé la vie. Les gens communiquent sur Grindr exactement comme ils communiquent sur Marketplace. Vraiment. Tout a commencé samedi dernier. Je me balade sur Marketplace, je cherche un sac à dos. Parce que oui, j'ai mon sac à dos principal que j'adore, mais il y a tellement de types de sacs à dos dans le monde, je ne peux pas pervertir mon sac à dos et faire toutes les choses que j'aime faire avec un sac à dos. Tu sais, parce qu'il y a des sacs à dos tout petits, il y a des sacs à dos très longs, il y a des sacs à dos avec des grandes poches. Et moi, j'aime tous les types de sacs à dos. Je crois foncièrement que l'humain n'est pas fait pour n'avoir qu'un seul sac à dos jusqu'à la fin de ses jours. On peut utiliser d'autres sacs à dos pour des besoins différents tout en ayant notre sac à dos préféré. Revenons à nos moutons. Grindr Marketplace. Je check les photos, je me balade, et là, il y avait 3 sacs à dos qui m'intéressaient plus que les autres. Fait que j'ai envoyé des messages, et c'est là où j'ai réalisé que c'était le même type de communication. Parce que la première personne, c'est allé comme suit. Bonjour, bonjour, disponible maintenant, oui. Adresse, plus de réponse. Avec la deuxième personne, c'était bonjour, bonjour, as-tu d'autres photos? Elle m'a envoyé les photos. J'ai vu les photos et j'ai arrêté de répondre à la personne. Pas parce que les photos me plaisaient pas, mais parce que la troisième personne m'avait répondu entre-temps. Et en plus de son sac à dos qui était très très beau, j'ai vu sur le profil Marketplace de cette personne qu'elle vendait aussi une table. Et moi, j'aime bien les tables. Elle me dit que la table est disponible avant de me demander si j'ai un ami qui voudrait bien venir avec moi pour m'aider avec la table. Vous voyez ? C'est exactement la même chose que sur Grindr. Est-ce que ça veut dire que c'est vers là que se dirige notre civilisation ? Une communication transactionnelle sèche avec des photos de queue flasque ? Parce que qu'on le veuille ou pas, Grindr influence la communauté queer influence le monde. T'imagines si les gens commencent à parler comme ça dans la vraie vie ? Tu vas au café, la personne te dit « Bonjour monsieur, vous voulez quoi ?» Tu réponds « Un matcha latte lait d'avoine ». Elle te répond « Ce sera payé comment ?» Là, tu payes et t'attends ton café sans âme. Ou genre, tu parles à ton ou ta propriétaire que tu connais depuis des années. Tu lui dis « J'aimerais faire un transfert de bail ». Et là, elle te répond « Non, tu n'as plus le droit ». C'est un monde qui me fait peur. Donc, je prends ma responsabilité et je décide d'être le changement que je veux voir dans le monde. J'ai donc commencé à changer ma manière de communiquer sur Marketplace. Et oui, aussi sur Grindr. J'ai commencé à prendre mon temps et demander à la personne comment elle allait, et même essayer d'apprendre à la connaître. Comme en témoignent les conversations suivantes. 17h20. J'envoie à Looking for Come Dump Now. Salut, que penses-tu de la montée de l'extrême droite en Europe de l'Est ? Il me répond avec une photo très graphique de son shaft, photo prise dans les toilettes avec comme deuxième plan le bol en céramique. En couche ensemble, oui. Deuxième exemple. 2h36. J'envoie à Arabe Discret. Salam Habibi, penses-tu qu'il y a une vie après la mort ? Il me répond, va te faire, et il me répond avec des insultes. N'étant pas à mon premier rodéo, je comprends qu'il s'agit là d'un kink. Je lui réponds donc merci pour ton ouverture, mais j'espérais qu'on prenne notre temps. Ce à quoi l'Arabe Discret me répond avec sa géolocalisation. Message indirect qui semble exprimer sa disponibilité spatio-temporelle. Et oui, pour répondre à vos questions, on a couché ensemble. La conclusion de tout cela, c'est que peu importe la manière ou le médium de communication, si tu veux un sac à dos, mais que ton ami n'est pas disponible pour t'aider à déplacer la table, appelle des déménageurs. Merci. Je ne sais pas trop quoi comprendre de cette fin-là, mais j'adore les finales absurdes, donc je vais l'accueillir avec beaucoup, beaucoup de rire. Merci. Ça finish. Merci pour cette première collaboration. Merci à vous. On se retrouve un peu plus tard au printemps. Ouais. J'ai pas regardé le calendrier avant de venir, mais Je pense dans un mois. Oui, à peu près, dans ce coin-là. Alors, merci. Merci À beaucoup pour bientôt. l'invitation. Merci.
Alors, vous avez maintenant rencontré toute notre équipe d'humoristes. Ils sont bons, elles sont bonnes, et elles sont en demande. Alors, on a une place de disponible le 3 avril. Si jamais vous êtes humoriste ou que vous aimeriez tenter l'expérience, il y a de quelqu'un dans la salle. Écrivez-nous à info@commercialtoust.com. Si jamais vous connaissez un humoriste qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas à lui en parler. Et puis, c'est un peu plus loin, mais le 1er mai aussi, fête du travail, on dirait que personne ne veut travailler, mais on a de la place, c'est disponible. Ce sont des chroniques rémunérées, alors contactez-nous pour plus de détails. Je répète notre adresse, info@commercialtoust.com. Et puis j'en profite aussi pour vous inviter à vous abonner à notre infolettre. Je vous promets, on ne va pas envahir votre boîte courriel, mais c'est vraiment le meilleur moyen là, d'être informé quand notre émission est mise en ligne dans la nuit du mercredi au jeudi. Le formulaire est disponible dans le bas de toutes les pages de notre site Internet, toust.com. Le gouvernement caquiste a déposé hier son budget et ce qui a surtout frappé, c'est l'ampleur du déficit record, 11 milliards de dollars, ce qui est davantage que les budgets pandémiques en 2020-2021. Mais au-delà de cette donnée, que réserve le budget aux enjeux d'inclusion et de diversité? Eh bien, pour décortiquer tout ça, nous recevons deux invités. D'abord, Jade Almeida, chargée de projet au Conseil québécois LGBT et fondatrice d'Arambec, un organisme pour femmes et personnes non-binaires noires. Bonsoir, Jade. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous décrire physiquement et nous partager vos pronoms? Oui, mes pronoms sont elles, accord au féminin. Je suis une femme noire avec beaucoup de cheveux. J'ai des grandes lunettes que j'ai dû changer parce qu'on a volé les dernières dans l'avion. Je porte un haut blanc avec un gilet blanc un peu trop confit. Ça me donne envie de dormir. Et voilà. Pas tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie des communautés LGBTQ+? J'ai beaucoup de problèmes dans ma vie, mais au moins je me dis je suis pas hétéro. C'est déjà ça. Parce que j'entends les histoires des copines dehors, c'est dur, hein. Donc tous les jours, je me dis au moins, j'évite la galère de l'hétérosexualité. On vit d'autres problèmes, mais bon. Bienvenue, Jade. Et nous accueillons aussi Geneviève Vandeville-Nobert, chercheuse à l'Observatoire des inégalités raciales au Québec et chercheuse associée à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Bonsoir, Geneviève. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous décrire physiquement et nous partager vos pronoms? Oui, donc mes pronoms, c'est elle. Je suis aussi une femme noire avec beaucoup de cheveux, mais en ce moment, ils sont en tresses, longues tresses noires, qui sont dues d'ailleurs pour être faites. Et je porte une chemise et c'est très brun comme outfit, vert et brun. Je dirais. Je ne peux pas m'empêcher de souligner que je suis quand même très fier de parler d'économie en compagnie de deux femmes noires. C'est pas partout dans les médias qu'on voit ça. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Geneviève, de faire partie en fait des communautés LGBTQ+? Oui, pour moi, c'est très connecté avec le fait d'être une femme noire, justement. Et je pense que quand on parle de communauté LGBT+, on parle des communautés, plusieurs communautés, et c'est vraiment en compagnie d'autres femmes noire que moi j'ai pu trouver un espace sans jugement, d'acceptance et aussi de confort. Donc pour moi, ce serait vraiment ça. Alors plongeons dans ce budget. Réglons d'abord la question des chiffres. Geneviève, vous avez parcouru ce budget pour nous. Qu'est-ce qu'on sait, en fait, des sommes qui sont consacrées aux enjeux d'inclusion et de diversité? Oui, donc il y avait beaucoup de suspense face à ce budget, parce qu'il sort à 4 heures de l'après-midi, donc tu passes la journée à attendre avec le souffle court. Tout ça pour l'ouvrir, le feuilleter et réaliser qu'en fait, cette année, il n'y a absolument rien pour les enjeux de diversité et d'inclusion. Pour avoir le financement qui va être alloué à ces enjeux-là, il faut retourner au budget de l'année passée. Et comme ces financements sont vieux d'1 an, c'est un peu pas très clair qu'est-ce qui va se passer avec ces enveloppes. Donc, je vous donne quand même ce qui était écrit l'année passée pour nous donner une idée. Dans le fond, l'année passée, on avait annoncé un financement de 23,7 millions pour les enjeux LGBTQIA+, sur 5 ans. Donc ça voulait dire que concrètement, cette année, on aurait 4,7 millions d'alloués, donc soit 3,9 millions pour l'application du plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie. Donc ça comprend un financement de 2,1 millions pour le renforcement des groupes communautaires et 800 000
dollars pour le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Mais comme on dit, il n'y a pas eu d'update sur ces chiffres, donc on ne sait pas vraiment. Alors, ça a été complètement effacé du budget cette année. Il n'y avait pas de Exactement. catégorie là-dessus. Non, en fait, le budget cette année était un budget très conservateur qui se focusait vraiment sur les enjeux d'éducation, de santé et de nouvelles technologies. Donc, c'est dans le fond les 3 choses sur lesquelles il tombait. Donc, tout ce qui est considéré comme étant un peu extra, ben, c'est passé au bas. Jade, quand on s'est parlé la semaine dernière pour préparer notre couverture, vous souleviez qu'un des problèmes, c'était le mode de financement par projet des organismes communautaires LGBTQ+, entre autres, plutôt que du financement à la mission. Bon, je me doute un peu de la réponse, mais est-ce que le budget d'hier s'attaque à ce problème? Absolument pas. D'ailleurs, quand on a fait la conversation ce matin et que tu m'as demandé alors qu'est-ce que tu as pensé du budget, j'ai répondu on est dans la merde directement. Donc moi, je suis dans le milieu communautaire depuis des années. Ça, c'est un problème récurrent qui date depuis de nombreuses années, c'est-à-dire les organismes communautaires, on est beaucoup plus financés par projet que par mission, ce qui signifie qu'on est constamment dans la précarité puisqu'on est dans la course au projet. Et souvent, ce sont des projets qui sont financés peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans si on a de la chance. 5 ans, c'est extrêmement rare. Donc, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça signifie que chaque année, on doit trouver des projets, des idées de projets qui vont convaincre pour obtenir un financement. Et chaque année, on doit faire des rééditions de plus en plus complexes. Ça signifie également qu'on doit s'aligner finalement sur l'agenda du gouvernement. Donc, comme on n'a pas un financement à la mission, on ne décide pas vraiment, on ne peut pas consulter nos membres, s'assurer qu'on répond aux besoins de nos membres. On s'aligne sur l'agenda du gouvernement parce qu'il y a des enveloppes. Donc, par exemple, s'ils décident qu'en ce moment, ils veulent donner beaucoup plus d'argent pour le numérique, par exemple, on a des organismes qui, historiquement, n'ont jamais fait de projet, n'ont jamais fait de travail sur le numérique, mais parce que l'argent est du côté du numérique et qu'il faut proposer des projets, vont chercher des projets spécifiquement sur ces enveloppes-là, plutôt que de se rendre compte, en ce moment, on a vraiment l'enjeu principal, le logement, donc on va avoir des projets, on va avoir du travail qui est plus pour l'accompagnement concernant les enjeux du logement. Donc ça nous crée cette précarité, puis ça nous met constamment en compétition entre les organismes pour obtenir ces financements également. Donc ça crée cette compétition, cette précarité. Puis l'annonce de ce budget va renforcer le problème puisque, il n'y a pas du tout d'argent qui est prévu pour le secteur, mais en plus, ils l'ont annoncé, ils vont couper dans les dépenses. Et on le sait, quand l'État dit qu'ils vont couper dans les dépenses, ils vont couper dans les dépenses des services, ils vont couper dans les dépenses. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont couper dans les services, ils vont couper dans les services sociaux, ce qui va créer, bien sûr, un trou de service, ce qui va créer une pression pour les organismes qui vont vouloir, du coup, prendre la place et donner ses services, donc prendre la place de l'État, mais ne pas avoir le financement pour. Donc on rentre vraiment dans une boucle vicieuse et qui est mise en place depuis de nombreuses années, parce que je vais terminer là-dessus. Ça, c'est vraiment un enjeu au Québec. Le milieu communautaire est massivement financé par l'État. On n'est pas dans une industrie, on n'est pas dans une économie de la philanthropie, par exemple. Donc ça signifie qu'on est dans cette situation où le milieu qui devrait être un contre-pouvoir à l'État, au gouvernement, ne peut pas vraiment critiquer la main qui les nourrit. Et en même temps, on est dans une situation où il faudrait qu'il y ait un contre-pouvoir, donc on n'a pas vraiment de marge de manœuvre. Et puisqu'on est massivement financé par le gouvernement, on est massivement aussi muselé. Et puisqu'on est en compétition les uns avec les autres, on n'a pas un mouvement de solidarité. Donc ça devient extrêmement dur de pouvoir servir de contre-pouvoir à un moment où littéralement, la boucle vicieuse fait qu'on a besoin de ces critiques, on a besoin de ce mouvement solidaire. Et ce mode de financement, quel impact il a aussi sur la rétention de l'expertise du personnel LGBTQ+, dans le milieu communautaire? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que forcément, on n'est pas dans une situation où on peut offrir des salaires compétitifs. Dans une situation où tout le monde a des problèmes de finances, il faut payer son loyer, bien sûr. Donc le milieu communautaire, c'est un milieu qui est bien sûr sous-financé. Donc, ça veut dire de très petits salaires, avec des conditions de travail difficiles, avec un travail qui augmente. Et donc, depuis des années, on voit énormément de nos militants, militantes, activistes, personnes engagées qui partent pour le privé, qui partent pour aller travailler pour la mairie, qui partent pour aller travailler dans les différents EDI auxquels vous pouvez penser. Et on le comprend, les salaires sont compétitifs, il faut bien pouvoir se nourrir, ça fait 10-15 ans que la personne, elle survit. Et parfois, quand je vous dis précarité, ça signifie littéralement, je connais des personnes qui travaillent à projet depuis plus de 10 ans. Quand vous travaillez à projet depuis plus de 10 ans, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire de prêt bancaire, parce que la banque considère que vous n'êtes pas à temps plein. Donc, il y a plein de situations qui font en sorte que on se saigne. Et on est en train de perdre littéralement toutes les personnes qui ont la conviction de faire ce travail-là, mais qui, à un moment donné, doivent choisir entre survivre et leurs valeurs, et qui font le choix de survivre. Et encore une fois, il faut le comprendre.
Geneviève, dans la présentation d'hier du ministre, on trouve beaucoup le mot optimisation, révision des dépenses, mais jamais le mot austérité. D'ailleurs, il faut reconnaître, les dépenses continuent d'augmenter plus vite que les revenus, mais pour vous, ça reste un exercice de communication, un budget, parce que vous appréhendez quand même ce qui s'en vient dans les prochaines années. Oui, exactement, parce qu'en fait, l'austérité, c'est un cycle, un peu comme Jade le mentionnait. Donc, c'est pas nécessairement juste le fait de couper dans les dépenses, c'est de réaliser où est-ce qu'on se trouve dans le cycle. Donc, l'année passée, on avait un gouvernement qui réduisait les impôts des particuliers et des entreprises pour ensuite se retrouver cette année avec un déficit et là, se mettre à parler de « il faut qu'on optimise nos dépenses, il faut qu'on réajuste, il faut commencer ». Donc, on sent que en fait, on est passé d'un équilibre budgétaire en 2018 à, oh mon Dieu, on ne se sert plus parce qu'en fait, pendant la pandémie, c'est vraiment le gouvernement fédéral qui a dépensé. C'est pas le gouvernement provincial. Donc, le gouvernement provincial a eu très peu de pertes. Donc, s'est retrouvé avec des surplus pendant la pandémie, ce qui est un peu fou. A réussi à donc utiliser ça pour baisser les impôts. Maintenant, on a une baisse de l'économie parce que les gens ont de la difficulté à dépenser et à donc investir dans l'économie. On se retrouve à devoir avoir un déficit budgétaire beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. Et là, hop, on rentre en fait dans la partie où on va commencer à en fait mettre la table pour l'austérité. Ce budget-là, c'est un budget de prélude à l'austérité. Mais en même temps, plusieurs commentateurs l'ont soulevé hier. Lors du dépôt du prochain budget, l'année prochaine, on va être à environ 1 an et demi des élections de l'automne 2026. Donc, ça va être déjà un petit peu en mode préélectoral pour la CAQ. Et c'est rare qu'avant une élection, on réduit les dépenses ou qu'on augmente les impôts, quoi. C'est quand même une observation, je ne veux pas dire juste, mais je veux dire qui est plausible. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est bien de penser à ça, mais il faut penser aussi au fait que pour les enjeux qui nous concernent, donc les enjeux de diversité et d'inclusion, ce n'est pas sur ça que la CAQ fait ses votes. C'est vraiment pas les enjeux qui concernent la majorité de sa base et c'est pas là-dessus qu'ils font leur réputation. Donc, si on pense à une situation électorale où ils doivent en fait essayer de plaire à leur base, on se dit les enjeux, comme les enjeux LGBTQ, ils se retrouvent à être des enjeux qui sont faciles à couper parce que ça va pas les affecter en fait. Puis on le voit parce que si on pense à un gouvernement comme le gouvernement fédéral qui a mis beaucoup d'argent dans, même si c'est très libéral et ça peut être très contesté, qui a mis beaucoup d'argent dans les enjeux de diversité, eux ne pourraient jamais sortir un budget sans mention des enjeux de diversité et d'inclusion parce que ça fait partie de leur identité en tant que parti. La CAQ peut sortir ce budget et on en parle à peine, en fait. C'est vraiment pas très grave parce que ça fait pas du tout partie de leur priorité électorale. Pourtant, les enjeux LGBTQ+, c'est pas seulement le bureau de lutte contre l'homophobie, la transphobie. On parle beaucoup d'intersectionnalité ces dernières années. Et bon, un des grands absents de ce budget, on l'a nommé hier un peu partout dans les médias, c'est le logement. Et quand on parlait ce matin, Jade, vous avez dit que le logement, c'est aussi un enjeu LGBTQ+. Il ne faut pas l'oublier. Oui, tout à fait. Je le mentionnais parce que c'est aussi un des enjeux avec le fait d'avoir des financements au projet, c'est que c'est souvent des financements qui nous obligent à avoir une vision très catégorique, par catégorie, des différents enjeux sociaux. Et donc, très souvent, lorsqu'on parle logement, on ne va pas faire le lien avec toutes les personnes qui sont le plus touchées par la crise du logement. On ne fait pas le lien avec le milieu LGBTQ+, par exemple. Mais si vous regardez au terme de les jeunes, en situation d'itinérance, il y a une majorité de jeunes en situation d'itinérance qui font partie de la communauté LGBTQ+. Pourquoi? Parce que homophobie, transphobie, lesbophobie, biphobie fait en sorte que vous avez plus de risques d'être mis à la rue par votre famille lorsque vous êtes jeune. Il y a aussi des enjeux pour, par exemple, les personnes âgées LGBTQ+, qui doivent retourner dans le placard lorsqu'elles ne peuvent plus être entièrement indépendantes, autonomes chez elles. Et donc, il y a tous ces enjeux de logement auxquels on ne fait pas lien avec... Oui, mais il y a des facteurs qui font en sorte que vous êtes plus à risque de vous retrouver en situation d'itinérance. Encore une fois, le fait de faire partie de la communauté LGBTQ+,
le fait d'être racisée, le fait d'être migrante, le fait d'être trans. Donc, il y a des facteurs qui font en sorte que vos risques de discrimination augmentent, les risques de discrimination au logement augmentent. Et moi, ce que j'arrête pas de répéter, c'est que si le Québécois citoyen, hétéro, cis, blanc, moyen galère, ça signifie que pour le reste du monde, c'est l'enfer. Il faut vraiment le comprendre. Et donc, lorsqu'on a cette approche autour du logement qui est par catégorie, on crée des plans, lorsqu'il y en a, on crée des programmes et des plans d'aide qui ont tendance à avoir des failles, c'est-à-dire à ne pas avoir une approche holistique de, OK, quelles sont les communautés les plus marginalisées par ces enjeux? Il se trouve, par exemple, communauté LGBTQ+, oui. De même qu'il faut faire le lien avec les enjeux de santé mentale également. Il y a une surreprésentation de personnes en situation d'itinérance qui ont des enjeux de santé mentale, soit parce que ces enjeux les ont mis dans une situation d'entonnoir de risque, donc d'être plus à risque de situation d'itinérance, soit parce que le fait d'être passé par des épisodes de situation d'itinérance crée des enjeux de santé mentale. On pense aussi également les personnes qui ont un handicap, par exemple, ont plus de risques également d'avoir des enjeux en termes de logement. Donc, quand on a littéralement une crise qui fait en sorte que même la personne qui pourrait le plus être à l'aise de trouver un logement a des difficultés, et qu'on a un tel budget qui ne prévoit absolument rien pour le logement, c'est extrêmement effrayant. C'est extrêmement effrayant parce que ça signifie que la crise principale, même cela, ils décident de fermer les yeux, et les conséquences vont être extrêmement graves. Je rebondis sur ce qu'a dit Geneviève, ce que Jade a dit en fait, Geneviève, pour vous parler du lien que le gouvernement a fait entre l'immigration et le logement, parce que vous m'avez parlé beaucoup des demandeurs d'asile. Oui. Il y en a beaucoup qui sont membres des communautés LGBTQ+, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est une des raisons qu'on peut invoquer pour demander l'asile au Canada. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce budget pour venir en aide aux demandeurs d'asile plus spécifiquement? C'est très, très difficile pour les demandeurs d'asile en ce moment parce que, effectivement, on met la crise du logement carrément sur le dos des demandeurs d'asile, sur le dos des nouveaux arrivants et des travailleurs temporaires, alors que, c'est ça, comme on mentionne, les demandeurs d'asile, c'est pour une grande majorité ceux qui sont les plus grandes victimes de la crise du logement. Ils ont très peu de temps pour se loger une fois qu'ils arrivent. Et aussi, par rapport aux enjeux LGBTQ, c'est vrai, non seulement c'est une des causes pour lesquelles tu peux appliquer pour une demande d'asile, donc pour être réfugié, mais c'est aussi une des seules causes où, internationalement, le gouvernement encourage les gens à venir. Donc, on sait que, par exemple, le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie, il se trouve au ministère des Affaires étrangères et de la francophonie. Donc ça veut dire qu'on utilise ces enjeux pour encourager, pour aller dans des pays souvent du Sud, pour parler du fait que, venez au Canada, nous, on veut bien vous traiter. Une fois que ces gens arrivent ici, ils se retrouvent en fait en grand danger justement d'itinérance, de se retrouver dans des logements absolument pas adaptés. Donc, c'est vraiment quelque chose. Et en plus, maintenant, on les blâme pour la crise. Jade, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Oui, juste une petite précision, entre guillemets, mais on parle souvent de personnes en situation d'itinérance ou personnes qui ont une adresse, par exemple. Puis je pense qu'il faut vraiment avoir une approche beaucoup plus large de cela, c'est-à-dire il y a de plus en plus d'organismes qui parlent de précarité domiciliaire. Donc c'est pas soit vous êtes dans la rue, soit vous avez une maison. C'est-à-dire une personne qui est en précarité domiciliaire, ça peut être une personne qui dépend du fait qu'un ami lui propose son canapé pour 6 mois. C'est une personne qui est à risque d'être en situation d'itinérance. C'est une personne qui est en précarité domiciliaire, c'est-à-dire elle dépend de la générosité des personnes qui l'entourent pour avoir un toit. Et quand on parle de précarité domiciliaire, c'est aussi pour attirer l'attention sur ne pas avoir une approche trop binaire du problème, de se dire « Oh, c'est juste un enjeu pour les personnes qui sont dans la rue », pas du tout. Et en fait, se rendre compte également que énormément de personnes qui peuvent être en emploi sont en précarité domiciliaire. Énormément de personnes... En fait, il y avait même de plus en plus des organismes qui attirent l'attention sur le fait que parfois, ça dépend vraiment de 1 ou 2 mois. Vous avez une galère avec votre voiture, vous avez une facture impayée qui arrive, et vous êtes à risque d'être en précarité domiciliaire. Et donc, il y a de plus en plus d'organismes actuellement qui attirent l'attention sur le fait que le Québécois moyen est plus à risque d'être à précarité domiciliaire d'ici un trimestre, avec juste 2-3 galères, que de devenir propriétaire. Parce qu'on est vraiment dans une crise très difficile.
Oui, l'accès à la propriété très, très difficile. On a parlé de logement, immigration, des enjeux sur lesquels on va revenir certainement dans le futur. Bon, on n'a pas parlé de santé, d'éducation, on l'a déjà fait dans le passé, mais il y aura d'autres occasions de le faire dans le futur. Jade Almeida, chargée de projet au Conseil québécois LGBT et fondatrice d'Arambec, un organisme pour femmes et personnes non-binaires noires. Geneviève Vandeville-Nobert, chercheuse à l'Observatoire des inégalités raciales au Québec, chercheuse associée à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. C'est déjà le mot de la fin. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que nous devions avoir notre nouvelle collègue en art visuel pour la culture. En raison d'une urgence, Yael n'a pas pu être avec nous ce soir, mais ce n'est que partie remise au mois d'avril. Le 10 avril, Yael sera avec nous. Nos pensées vont avec toi, Camille. Je remercie nos invités de la semaine, notre nouvelle présidente, Chris Bergeron. Merci beaucoup de ton engagement, de ta présence, de ton appui. Notre humoriste invité de la semaine, Sad Finish. Et nos invités, oui, merci Sad. Et nos invités pour parler du budget, donc Jade Almeida et Geneviève Vandeville-Nobert. Oui, à la technique ce soir, Lou Perreno. Oh, ben oui, des applaudissements aussi. Et nos interprètes en langue des signes, Marie Penel et Catherine Langevin-Pépin. Merci aux personnes qui se sont déplacées ce soir. Si jamais vous êtes dans la région de Montréal, vous êtes toujours les bienvenus. C'est tous les mercredis à 19h à la taverne Normandie dans le village. En attendant, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. On a commencé à mettre nos vidéos la semaine dernière, alors allez voir ça. Écrivez-nous aussi si vous avez des suggestions, des commentaires, info@commercialtouste.com. Ici Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine. Là, mes invités